Bonjour à tous et bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du tout premier congrès international de fasciathérapie, co-organisé par le CERAP, le Centre d'études et de recherche appliquées en psychopédagogie perceptive. Alors, ce congrès fait l'objet de 2 épisodes. Le second est peut-être déjà en ligne, où il arrive très bientôt. Pour le recevoir directement, pensez à vous abonner à notre chaîne. Nous sommes aujourd'hui au Palais des Congrès de Vannes, en Bretagne, un lieu inspirant entre ciel et mer pour penser la santé autrement. Un lieu où se croisent la science du vivant, l'intelligence du corps et la puissance du toucher. Alors, qu'est-ce que le fascia ? Que dit-il de nous ? Et pourquoi devient-il peu à peu un pilier du soin d'aujourd'hui et de demain ? Pour le comprendre, je suis allée poser mes questions à celles et ceux qui l'explorent au quotidien. Experts, praticiens et chercheurs venus du monde entier. Dans cet épisode, vous entendrez les voix de Jean-Claude Guimberteau, chirurgien et chercheur, pionnier de l'imagerie du tissu conjonctif vivant. Laure Zago, neuroscientifique au CNRS, spécialiste du lien entre toucher, cerveau et régulation émotionnelle. Isabelle Bertrand, docteur en sciences sociales, qui a conduit une étude clinique sur la fasciathérapie et la douleur chronique. Mais aussi une sage-femme, une fasciathérapeute spécialisée en périnatalité, un athlète olympique et une navigatrice du Vendée Globe. Tous explorent un même sujet, le rôle du fascia dans la santé, le mouvement, l'émotion et la relation à soi. Je suis Amal Dadol, curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Alors là, nous sommes au premier jour du congrès international de fasciathérapie et donc nous allons prendre la température, rencontrer les participants et comprendre ce qu'ils attendent de cet événement. Bonjour. De Blooming You, c'est ça ? Comment vous avez deviné ? Parce qu'avec votre petit micro, là... Donc et vous êtes ? Et moi, je suis Corinne. Je suis ravie d'être ici. Oui, pourquoi vous êtes ici ? Oui, d'échanger avec les grands maîtres, on va dire. Enfin voilà, très intéressant de rencontrer d'autres fasciathérapeutes. Je ne sais pas trop quoi m'attendre, en fait. C'est l'aventure. C'est ça, c'est l'aventure. Merci beaucoup. On verra, on fera un point dans 2 jours. C'est ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, vous attendez quoi de cet événement, de ces 2 jours de ce premier congrès sur la fasciathérapie ? Des rencontres, des informations nouvelles, de la curiosité. J'attends quoi ? J'attends juste d'être surpris et de me nourrir. Voilà. Vous faites quoi ? Pourquoi vous êtes venu ? Alors moi, à la base, je suis danseur et après, je me suis dirigé vers le pilate, le mouvement étant un soin. Donc du coup, j'essaye de trouver des choses qui me nourrissent dans ma pratique. Et donc du coup, ça m'intéresse de ce travail sur les fascias. Comment vous avez connu l'existence de ce congrès ? L'existence de ce congrès, c'est grâce à ma collègue qui s'appelle Karine, qui est là. Et aussi, on a fait, pendant la formation de Pilates, on nous parlait des fascias. Et donc, j'ai le livre de Guimberteau. Et donc, du coup, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a su pour le congrès, grâce à ma collègue. Et donc, voilà. Bonjour Karine, vous êtes aussi prof de Pilates alors ? Oui, absolument. Prof de Pilates, ostéopathe, kinésithérapeute de base et à la recherche de toujours plus. Alors on est au tout début de ce premier jour du congrès. C'est le matin, il est 8h30. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 jours de congrès, de séminaire De la découverte, toujours du lien un peu plus, de la compréhension, de tout ce qui peut manquer dans la compréhension de l'humain, du vivant. Merci beaucoup. À plus tard, Amel. Au revoir. Au revoir. Alors, chers auditeurs, nous sommes là avec le docteur Jean-Claude Guimberteau, qui est chirurgien, anatomiste et chercheur. Oui. Qui vient de nous faire une présentation magistrale sur les fascias et l'intérêt, du coup, par ricochet de la fasciathérapie dans les approches thérapeutiques complémentaires. Qu'est-ce que vous avez découvert de plus bouleversant dans votre exploration du corps et autrement dit du fascia ? Comment êtes-vous arrivé à découvrir cet organe ?
Alors, je vous arrête tout de suite. C'est pas un organe. D'accord. Pourtant, ça a été reconnu comme le 80e organe. Oui, mais ça, on peut reconnaître ce que l'on veut. D'accord. Mais ce n'est pas un organe. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le tissu constitutionnel du corps. C'est-à-dire que vous êtes constitué par une trame fibrillaire dans laquelle il y a des cellules. Mais ce n'est pas un organe à part. Ce n'est pas une vésicule biliaire, ce n'est pas une thyroïde. Non, mais alors, pas du tout. Hein. C'est un organe qui est dit... C'est un organe. Vous voyez, là, moi-même, je me laisse aller. Non, c'est une structure qui est ubiquitaire. C'est-à-dire que l'on rencontre à tous les niveaux du corps. Donc, c'est absolument... Et c'est même discutable que ce soit un système. Ah oui. Vous voyez ? Donc, il y a, sur le plan sémantique, il faut bien se faire très attention. Sinon, on tournera toujours en rond vers une définition inaccessible du fascia. Le fascia est un terme qui doit se définir absolument en termes d'anatomie. Sinon, il restera toujours un peu marginalisé. Donc, le fascia peut être considéré comme étant ce que l'on appelait le tissu conjonctif, en lui donnant un rôle au-delà du conjonctif, mais un rôle de constitutif des structures, c'est-à-dire que vous le retrouvez du cuir chevelu jusqu'à l'extrémité du gros orteil. C'est la même structure qui vous architecture. Voilà. Là, on peut parler de fascia, mais le fascia n'est pas un organe, c'est clair. Un système, ça peut se discuter à ce niveau-là. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on connaissait le corps humain uniquement à travers le mort. Oui. Et que depuis des années, on s'est intéressé uniquement aux cellules, à l'ADN, mais pas au tissu conjonctif. Oui, parce que quand vous dites qu'il y a un cadavre, alors là, les étudiants en chirurgie, par exemple, s'intéressent aux organes, parce que leur futur métier va être de traiter les organes. Bien. Vous avez ce premier stade, apprendre l'anatomie, apprendre la chirurgie, et puis ensuite, vous avez le besoin d'observer. Alors, ce besoin d'observer, avec un microscope sur le cadavre, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, on a pris un morceau, et puis on l'a transporté sous un microscope. Et là, on a découvert des structures, ça remonte au début du 19e, avec Bichat, l'arrivée du microscope, qui a permis d'étudier les tissus. C'est-à-dire, on a utilisé un fragment d'appareil pulmonaire pour étudier le tissu respiratoire, un fragment du tissu intestinal pour étudier le système digestif. Donc là, on a appris comment sont réparties les cellules, comment elles sont organisées, et on s'est aperçu qu'il y a des cellules, et puis autour, il y a le système extracellulaire, alors qu'on a appelé tissu conjonctif. Il est appelé aussi le packaging tissue, le tissu de paquetage. Donc le tissu de paquetage, si vous voulez, dans la hiérarchie, c'est toujours quand même un tissu qui est moins important que le paquet lui-même. Vous voyez? C'est pour arranger les structures, mais c'est pas l'élément noble. D'ailleurs, pendant très longtemps, il a été gratté et jeté. Il a été négligé. Oui. Il a été négligé. Et donc, qu'est-ce qui a permis son étude? Eh bien, c'est le fragment sous le microscope, c'est-à-dire le fragment mort. Et on a tiré des conclusions. Mais ces conclusions étaient des conclusions de description. C'est-à-dire, on décrit le tissu. Simplement, ce tissu, il bouge. Et on n'a pas pu l'aborder parce que sous le microscope, vous ne pouvez pas aborder les mouvements. Il n'y a rien qui bouge sur le microscope. Et on a laissé tomber aussi d'autres éléments, c'est-à-dire comment il est réparti dans ses relations avec les cellules, par exemple. Comment s'exerce la tension en son sein. Quel est le devenir de ce tissu conjonctif quand vous l'observez sous le microscope? Vous ne pouvez pas imaginer comment il va être distribué dans le reste du corps, parce que vous n'avez qu'un fragment, mais autour, il y a tout le reste du corps. Donc, quelles sont ces relations? Donc, il y a tous ces éléments qui ont été ignorés pour des raisons techniques, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'endoscope, on n'avait pas la caméra, on n'avait pas les écrans de télé pour le projeter et le montrer. Donc, c'est la technologie qui permet d'apporter ces éléments nouveaux. Et donc, je pense qu'on est rentré dans une ère maintenant
où on va observer le vivant, le filmer, mieux l'étudier dans sa mobilité, dans sa cohérence, et puis de nouvelles questions vont apparaître, questions que je soulève ici, tout simplement l'irrégularité des structures. Pourquoi le tissu conjonctif, qui devient donc constitutif, a-t-il une organisation irrégulière, alors qu'on s'attend, dans la mesure où il donne l'efficience mécanique absolue, on s'attend à trouver des fibres qui vont avoir des engrenages parfaits, bien huilés, que ça marche bien. En fait, vous avez un chaos fibrillaire qui donne le même résultat. Ça pose une question à la logique et même à la mécanique humaine. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des possibilités pour copier cette mécanique biologique et la transformer en un système mieux appréhendé par les humains. Comment les manuels d'anatomie ont-ils tenu compte de cette découverte ? Oh, nullement. Aujourd'hui ? Non. Ça n'a pas changé. Ce que vous dites, c'est quand même une révolution anatomique. Ça n'a pas aujourd'hui. changé. Non, ça n'a pas changé. Mais alors, il y a deux raisons. La première, j'ai peut-être faux. La deuxième, c'est qu'il faut du temps. Alors, il faut du temps pour changer les idées, pour changer la perception. Voilà. Et en général, quand on regarde l'évolution des idées, ce sont souvent des individualités qui, au début, peinent à convaincre, et puis, au bout d'un certain temps, devant une certaine évidence, les institutions s'en emparent, et souvent au détriment de l'individualité initiale. Voilà. Mais c'est la règle du jeu, ça a toujours été un peu comme ça. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, à l'occasion de votre intervention, que effectivement la médecine, la logique anatomique a souvent été plus mécanistique ou industrielle, comme par exemple le fait que vous ayez appris, vous, pendant vos études, que le tendon n'était pas du tout vascularisé. On a appris que le tendon était avasculaire. Est-ce qu'on apprend toujours ça aujourd'hui aux étudiants ? On apprend qu'il est peu vascularisé. Alors que vous nous avez démontré le contraire tout à l'heure. Oui, mais ça, je l'ai démontré depuis des années et des années. Alors ça, ce sont des idées qui émergent tout doucement. Le fait que tout soit vascularisé devient, je pense, une évidence maintenant. Il y a 50 ans, ce n'était pas le cas. Il y avait des zones qui étaient moins bien vascularisées que d'autres. La graisse, par exemple, elle est dite moins bien vascularisée. Les tendons sont moins bien vascularisés. Donc, les idées bougent, mais il faut du temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher la révolution dans les idées. Il faut chercher l'évolution. Et comment vous l'accompagnez, cette évolution aujourd'hui ? Écoutez, mon rôle est simple. J'ai eu l'opportunité de filmer le vivant. Je dis une opportunité parce que à la réflexion, il faut beaucoup de circonstances. Il faut d'abord être dans une spécialité qui s'y prête. Mes collègues, par exemple, qui font du système digestif, vous savez, quand vous enlevez un estomac ou vous enlevez un côlon, ça saigne. Et les circonstances ne se prêtent pas à faire de l'observation vidéo. Quand vous mettez une prothèse de hanche, ça saigne. Les structures sont, je veux dire, importantes. Ça se prête pas beaucoup. C'est pareil pour le cerveau, par exemple. Alors, vous pouvez commencer à faire de la visualisation vidéo dans des structures où il y a de la graisse, mais où vous pouvez faire une électrocoagulation des vaisseaux pour éviter le saignement. Mais l'idéal, ça a été mon cas, c'est de faire de l'observation avec un garrot à la racine des membres, c'est-à-dire que vous n'avez pas de saignement. Et quand vous incisez, il n'y a donc pas, si vous voulez, d'extravasation sanguine, ce qui fait que vous avez une observation parfaite de la structure. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Il faut être un orthopédiste ou un chirurgien plasticien s'intéressant à la chirurgie de la main ou à la chirurgie des membres comme moi. Ensuite, j'ai eu la chance, par mon activité professionnelle, de faire de la microchirurgie de réimplantation ou de transplantation. C'est-à-dire que je suis allé dans beaucoup de zones de l'organisme. La seule que j'ai pas bien explorée, c'est le cerveau. Sinon, je suis allé un peu partout. Et donc, j'ai pu observer que c'est pareil partout. Vous faites la même observation autour de la thyroïde ou autour d'un muscle ou au niveau du gros orteil. C'est grosso modo le même type d'organisation. Et puis, ensuite, vous avez
l'évolution technologique, c'est-à-dire il faut que vous ayez quand même derrière vous, si vous voulez, une évolution technologique qui vous permette de faire les choses. Et enfin, 2 autres éléments qui sont de nature subjective, c'est il faut que vous ayez la chance d'être dans un groupe chirurgical dans lequel on vous laisse faire ça. C'est-à-dire que c'est pas aussi évident que ça. Il vous faut des anesthésistes qui soient de véritables compagnons de voyage, c'est-à-dire qu'ils vous permettent de le faire, parce que c'est un travail collectif. Et puis, il y a l'aspect personnel, c'est-à-dire qu'il faut être intéressé à essayer de comprendre, et à aimer la photo. Ça fait des décennies que j'aime bien faire de la photo, de la vidéo. Donc, il y a tous ces éléments cumulés, si vous voulez, qui font que on y est arrivé. Alors, vous partagez aussi une information passionnante, j'ai envie de dire même décisive par rapport au système fibrillaire que vous décriviez tout à l'heure et qui fait l'objet d'ailleurs de ce congrès. C'est qu'on ne peut pas les dissocier des cellules. Et que quand on a une action sur le système fibrillaire, donc les fascias, on a une action aussi sur les cellules. Oui, une action mécanique. Moi, si vous voulez, je ne peux montrer que ce que j'ai vu. Je reste toujours, si vous voulez, dans la même philosophie. Une philosophie qui est dite inspirée par Kant, c'est-à-dire vous voyez quelque chose, vous en tirez des conclusions, mais avant tout, il faut le montrer aux autres pour que les conclusions soient reprises, pour qu'elles deviennent ensuite une sensée vérité. Donc, les cellules, quand on les observe de près chez le vivant, mais on peut le voir sous le microscope aussi, franchement, mais chez le vivant, la cellule et le tissu dit conjonctif ou fibrillaire sont fusionnés. C'est-à-dire on ne peut pas les dissocier. Quand vous faites bouger le système fibrillaire, vous faites bouger la forme de la cellule. Et la forme de la cellule est sous-tendue par la tension du système fibrillaire. Ça, j'ai des images où vous avez un système fibrillaire, donc polyédrique, avec les cellules qui sont dedans. Les cellules sont polyédriques, bien évidemment, puisqu'elles sont entourées par le système fibrillaire qui lui-même est polyédrique. Et quand vous rompez le système fibrillaire qui est en tension, la cellule se collapse un peu, c'est-à-dire elle change de forme, parce qu'elle est mise en tension par le système fibrillaire. Si je vous dis que le corps humain n'est pas ce que vous croyez, vous me répondez quoi ? Mais je vais répondre que à titre personnel, alors, dans oui, ce cas-là. Franchement, j'ai dépassé la fin de carrière maintenant. Ma vision du corps est totalement différente de celle que j'ai apprise quand j'étais jeune étudiant en médecine. J'ai appris un corps fait d'organes séparés, qui chacun avait une fonction. J'ai appris que anatomiquement, ils étaient reliés par du tissu conjonctif, qui était un tissu négligé à l'époque, n'avait pas de valeur particulière, que la communication entre les organes se faisait par le système nerveux et le système endocrinien. Voilà, j'ai appris ça. Maintenant, j'ai la conception qu'on ne peut concevoir le corps qu'à travers, j'aime pas beaucoup ce genre de phrase, mais difficile, il n'y a pas d'autre mot, à travers un tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble qui est structuré architecturalement par le système fibrillaire. C'est-à-dire des systèmes fibrillaires, vous l'avez partout. Alors, il n'est pas, bien sûr, le même au niveau de l'abdomen autour des tendons, parce que ce système fibrillaire s'adapte à la fonction, à la localisation. Mais son mode, sa structuration, son mode d'organisation est le même. Voilà, c'est une différenciation en fonction de la fonction. Quelle est l'image du fascia que personne n'oublie une fois qu'il l'a vu ? C'est un entrelac de fibres dans les 3 dimensions de l'espace, une espèce de chaos fibrillaire, mais qui vous donne le résultat le plus efficace possible. Et là, vous avez une dimension nouvelle que j'espère les chercheurs essaieront de solutionner. Pourquoi c'est irrégulier ? Ça, c'est quelque chose qui me taraude depuis longtemps. J'ai essayé de trouver les solutions. Mais pourquoi le système le plus efficient du vivant a-t-il une répartition irrégulière ? Bien, il semblerait que l'irrégularité est plus apte que la régularité.
Et c'est valable non seulement sur le plan somatique, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines scientifiques, en particulier dans les systèmes complexes non linéaires. Parce que cette irrégularité observée dans le vivant, qui est réelle et qui est incontournable, c'est-à-dire si on dit le tissu conjonctif c'est un système régulier, c'est un obscurantisme scientifique complet. C'est que vraiment on ne veut pas voir. Donc on est obligé de prendre en charge l'irrégularité du système conjonctif constitutif, ou fibrillaire ou facial, comme vous voulez, mais de cet ensemble de ce réseau fibrillaire. Cette régularité, vous la retrouvez donc dans la non-linéarité. Et cette non-linéarité s'exprime dans l'irrégularité du système fibrillaire. C'est-à-dire que le système fibrillaire va vous donner, à la fin du mouvement exercé, un mouvement qui est parfaitement adapté, dont le fonctionnement a été imprévisible, c'est-à-dire que la fibre A, que vous imaginez aller en position A plus 1, elle ne va pas le faire. Elle va aller en position A plus 3. Mais en étant en la position A plus 3, elle va déclencher une fibre qui était en B plus 3, fibre qui en va donner une fibre en B plus 2 dans un autre emplacement qui va déclencher une autre fibre en C plus 1. Vous allez avoir tout un enchaînement qui est imprévisible. Et donc vous rentrez dans un domaine de l'imprévisibilité des structures. Et quand vous y réfléchissez, l'imprévisibilité nous entoure en permanence. Et donc vous faites une corrélation peut-être un peu facile entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'extérieur de moi. Le tout étant chapeauté par l'imprédictibilité totale, bien sûr, mais même s'il y a une non-linéarité, vous finissez quand même par un déterminisme total. C'est-à-dire que c'est imprévisible, certes, mais finalement, je vais quand même manger à midi, je vais dormir ce soir. Et donc, ce qui vous semble imprévisible dans le fonctionnement se conclut quand même par un déterminisme dans le résultat. Est-ce que je me suis fait comprendre? Très clair. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça vous ouvre une dimension incroyable dans la réflexion. Qui rejoint même la réflexion philosophique. Ah, mais complètement. Ou quantique. Si on peut les dissocier. Oui. Je fais de temps en temps, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'homme fibrillaire, dans lequel... Alors, c'est plus facile quand vous écrivez un livre qu'un article. Quand vous écrivez un article, vous avez toujours qu'on appelle les reviewers, les gens des collègues qui revoient votre article et qui ont horreur d'une chose, c'est les suppositions. Je les comprends. Dans un livre, c'est différent. Dans un livre, vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et dans le livre que j'ai écrit, effectivement, je parle de physique quantique. Parce qu'il y a des comportements, des particules, qui se déclenchent au dernier moment, comme le font les fibres. Quand les fibres bougent pour donner ce mouvement non linéaire, vous êtes incapable, vous, observateur, de savoir à quel moment elle va se diviser, à quel moment elle va se mettre à glisser. Vous ne pouvez pas le prévoir. Elle le fait au dernier moment. Et au dernier moment, elle va vous donner le résultat le plus efficace pour réaliser le geste. Donc, c'est assez comparable à la physique quantique, le comportement des particules. Donc, il y a un rapprochement qui peut être fait. Mais si vous voulez, ça dépasse un peu... Je veux dire, moi, je fais une analogie. Mais il faut maintenant que les scientifiques s'en emparent. Et ça, c'est un problème secondaire. Et c'est que très souvent, les scientifiques, qui sont extrêmement brillants dans leur domaine, n'abordent pas le vivant. Le vivant, j'ai l'impression que le vivant fait peur aux scientifiques de laboratoire. Ils n'ont pas l'habitude du vivant. Et donc, il y a des moments, je pense qu'ils pourraient faire des hypothèses un peu plus osées s'ils se rapprochaient un peu du vivant. C'est un peu mon rôle. J'essaye, en connaissant un peu le vivant, de m'approcher des sciences dites un peu plus dures, pour faire le lien
Par exemple, vous avez, à l'intérieur du corps, il y a des zones où il n'y a pas le système fibrillaire. Ce sont des zones, par exemple, au niveau des gaines des doigts, au niveau que du doigt. À la paume de la main, vous avez un système fibrillaire. Mais dans le doigt, le système fibrillaire disparaît. Pourquoi disparaît-il? Voilà une question. Pourquoi autour du cœur, vous n'avez pas le système fibrillaire? Vous avez le péricarde, qui est une membrane qui entoure le cœur, et entre le cœur et le péricarde, vous avez une ambiance humide, pas franchement liquidienne, mais humide. C'est le même cas pour la plèvre. Donc, c'est le même cas pour le péritoine. C'est-à-dire que dès que ça bouge de façon régulière, répétitive, comme au niveau des doigts, comme au niveau du cœur, au niveau de la plèvre, eh bien, le système fibrillaire change de comportement. Alors, vous vous dites, c'est bizarre. C'est pas si bizarre que ça, parce que ça a déjà été étudié en thermodynamique, par exemple, ou dans la mécanique des fluides. C'est un système qui a déjà... On sait qu'il y a des moments où un ensemble de structures, pour des raisons X ou Y, augmentation de chaleur, mais vous pouvez aussi avoir des mouvements de particules, pour des raisons X ou Y, à l'instant T, la structure change immédiatement pour se transformer en un autre type de structure. Ce qu'on appelle des phases de transition qui se terminent par des résultats qui sont différents. Donc, le changement, c'est la turbulence, puis ensuite, vous avez la phase de transition qui peut être réversible ou non réversible. Donc, tout ça, par des lectures, je l'ai découvert. Mais j'aurais jamais pu imaginer si j'avais pas eu ces lectures. Donc, il faut rapprocher les deux. À quoi ressemblerait une médecine qui intègre vraiment ces connaissances? Alors, ça m'est très difficile de savoir, parce que je pense que ça changerait un peu la vision du soin. La vision du soin, mais je pense que ça laisserait quand même aux techniques actuelles, par exemple, quelle est la pathologie la plus agressive pour le corps actuellement? C'est quand même le cancer. Et je pense que les traitements du cancer ne pourraient pas, à mon avis, les traitements du cancer pourraient pas être influencés par ce changement de paradigme. Par contre, la recherche sur les médicaments pour traiter le cancer pourrait peut-être s'en inspirer. En ce sens que, par exemple, il me semble trouver que les cellules se déplacent en se servant du système fibrillaire. Alors, on pourrait peut-être penser que c'est une hypothèse. Le cancer se véhicule à travers le système fibrillaire. J'en sais rien. Mais c'est une hypothèse de travail qui pourrait être envisagée par des scientifiques de laboratoire. Vous voyez, une autre piste. Il y a eu quelques travaux qui ont été faits là-dessus, mais bon, ce n'est plus de mon ressort. Moi, je montre. C'est tout. Quel est, selon vous, l'acte le plus humain qu'un thérapeute ou qu'un médecin, docteur, puisse poser sur un patient? L'acte le plus... Ouais. Ça, c'est très variable. Quel est l'acte, par exemple, le plus humain qu'un chirurgien peut poser à un jeune footballeur qui vient de se casser le tibia? C'est de faire une incision, d'aller réduire sa fracture, mettre une plaque ou autre technique et le faire guérir. Ça, c'est merveilleux. Bien. Par contre, un médecin généraliste peut très bien donner à un patient qui a des troubles, je sais pas, de la thyroïde, par exemple, une médication qui fait en sorte qu'il n'a pas. Et puis, vous avez le thérapeute qui peut très bien apporter, par la fasciathérapie ou l'ostéopathie, par des gestes manuels particuliers, une amélioration d'un disconfort particulier, une adhérence tissulaire, voilà. Il n'y a pas qu'une façon de soigner. Et il faut respecter les autres façons de soigner. Et puis, vous avez la thérapie manuelle que, personnellement, je dois l'avouer, j'ai un peu négligée. Je me suis intéressé à la kinésithérapie très tôt, parce que pour avoir de bons résultats, c'est indispensable. Mais je n'ai pas été au-delà. Et c'est à travers des relations amicales et le temps que j'ai compris que le toucher
apporter une connaissance. Souvent, des fasciathérapeutes ou ostéopathes m'ont exprimé une connaissance qui m'a étonné. C'est-à-dire, ils connaissent les tissus beaucoup mieux que moi. Moi, je les connais en dessous, mais eux, ils le connaissent bien au-dessus. Et donc, ça, c'est une découverte qui fait que je pense que ce type de traitement a largement sa place, d'autant plus qu'il n'est pas invasif. Je veux dire, je vous dirais, il faut découper la jambe en 4 morceaux, puis on la recollera, vous verrez, c'est merveilleux. Vous me direz, oui, mais quand même, il faut la couper en 4. Ouais. Et par contre, là, je veux dire, la thérapie, la fasciathérapie, l'ostéothérapie, je veux dire, ça change pas le fonctionnement d'un être humain. Voilà, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Ouais, ça s'arrête là, mais essayons quand même. Eh bien, merci, docteur Guimberteau. Voilà, merci. Alors, Laure Zago, bonjour. Bonjour. Alors, chers auditeurs, nous sommes là avec Laure Zago, qui est chercheur à l'Institut des maladies neurodégénératives à l'Université de Bordeaux. Vous nous avez offert une démonstration magistrale sur le lien entre le toucher et le cerveau. Donc, vous expliquez que le toucher est un puissant modulateur du système nerveux. Exact. Alors, Laure, quel est le rôle du toucher dans la régulation du corps et du cerveau ? Alors, le rôle du toucher dans la régulation du système nerveux central est vraiment très important. Et du coup, mes études ont pour objectif d'étudier cette interaction entre l'effet du toucher sur les différentes voies de communication qui existent entre le corps et le cerveau. Alors, quelle est la réaction la plus étonnante que vous avez observée lors de ces interactions entre le toucher et le cerveau ? En fait, le toucher, il interagit à plusieurs niveaux et sur plusieurs systèmes de communication. Dans la littérature, on voit que le toucher, il interagit sur le système nerveux périphérique, sur le système nerveux autonome, donc le système parasympathique, mais également sur le système endocrinien, sur le système immunitaire. Donc, il a une action vraiment globale sur les principales voies de communication entre le corps et le cerveau. Et dernièrement, avec le projet que j'ai mis en place au sein de l'Institut, j'essaie de mettre en évidence les effets du toucher manuel, du toucher thérapeutique, du massage sur le visage, sur le cerveau et sur le fonctionnement cérébral. Alors, quels sont ces fameux effets ? Alors, il reste à découvrir, mais en tout cas, nous, on a mis en évidence au niveau de notre étude pilote que déjà au niveau du système nerveux autonome, il a un effet directement avec une augmentation de l'activité parasympathique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une augmentation de la détente, de l'apaisement physique et de l'apaisement mental. Il a aussi un effet au niveau comportemental et du stress ressenti. Donc ça, c'est très important. On avait testé un protocole dans lequel on faisait simplement 10 minutes de massage et on voyait au bout de ces 10 minutes, très vite, qu'il y a une diminution du stress ressenti. Donc ça, c'est un effet qui est presque automatique par le toucher. Donc ça, c'est très, très intéressant sur des bénéfices que peuvent apporter ces thérapies chez les personnes qui sont stressées. Alors, vous dites aussi que le toucher est un trigger important de l'attention. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des effets aussi très importants du toucher, c'est qu'il va tout de suite capturer l'orientation et il va orienter notre attention à traiter les stimuli provenant de la peau. Et ça, du coup, ça permet une meilleure conscience interoceptive, donc de son corps, et de désengager un autre système qui me semble aussi important, qui est ce qu'on appelle le système du mode par défaut, qui est ce circuit qui fait la rumination mentale. Et donc, du coup, avec cette activation de l'attention et des circuits attentionnels, on va désengager et diminuer l'implication de cette rumination mentale. Donc, l'attention portée au corps, elle est vraiment très, très importante. Alors, du coup, peut-on dire qu'on soigne aussi les émotions à travers le fascia ? À travers le fascia, complètement, oui. Au niveau du fascia, il y a énormément de récepteurs sensoriels qui vont envoyer des messages au cerveau et qui vont permettre de réguler le système des émotions. Alors, quand vous dites que le toucher soigne, comment ça marche ? De quel toucher parle-t-on ? Alors,
en neurosciences, on s'est intéressé à 2 grands types de toucher. Le toucher qu'on appelle discriminatif, qui nous permet en fait de discriminer les différentes textures ou de savoir où on est touché, de comprendre où le point d'impact, le point d'appui. Et il y a un autre type de toucher qui est sous-tendu par des cellules particulières qu'on appelle le toucher social, le toucher affectif, et qui correspond à la stimulation de la caresse, qui est une stimulation très particulière en termes des propriétés psychophysiques, si on veut décrire la stimulation, et qui va activer une certaine voie. Et cette voie-là, elle va activer aussi certaines régions cérébrales qui permettent un meilleur traitement des émotions, de la motivation, des fonctions aussi exécutives. Et donc, voilà. Donc, est-ce à dire, Laure, que nos émotions s'inscrivent aussi dans la peau? Complètement. Oui, c'est ce qu'on appelle la cognition incarnée, ou les émotions incarnées dans ce cas-là. Et je pense que vraiment par un traitement manuel, donc du corps, par le massage, on va venir spécifiquement impacter certains réseaux cérébraux, et plus particulièrement tous les circuits cérébraux qui sous-tendent la régulation émotionnelle et la conscience interoceptive du corps. Donc ça, c'est très important, oui. Alors, comment, Laure, la vie vous a amené à vous intéresser au toucher et au fascia? Ça, c'est une longue histoire, je dirais. Je me suis toujours intéressée au fonctionnement cérébral. C'est pour ça que j'ai fait ces études-là en lien avec la psychologie cognitive. Et par ailleurs, je me suis toujours intéressée au fonctionnement du corps et des relations entre le corps, l'exercice, par exemple dans le yoga, et l'apaisement que ça pouvait procurer. Et à un moment de ma carrière, je me suis dit, il est temps de comprendre les mécanismes qui sous-tendent ce que je peux ressentir après une séance de yoga. Eh bien, merci Laure. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Véronique. Véronique. Vous faites quoi dans la vie, Véronique? Eh bien, ça va être étonnant, mais je travaille en fascia, mais je suis formée en somato-psychopédagogie. D'accord, ça tombe bien, on est au premier congrès international de fasciathérapie. Ça tombe bien que vous soyez là. Ah ben oui, c'est vraiment un plaisir. Qu'est-ce qui vous a amené ici? La passion pour les fascias. Depuis que j'ai rencontré la fasciathérapie, j'avais à peu près 20 ans, donc ça fait très longtemps, une trentaine d'années. J'adore ce toucher. Pour moi, ça a été vraiment une révélation et ce que j'avais envie de faire, quoi. Parce que la manière dont j'ai envie d'accompagner. Et qu'êtes-vous venu chercher à cet événement, à ce congrès, aujourd'hui? Des connaissances sur les dernières recherches sur les fascias. Parce que ça fait du bien de voir comment la recherche elle évolue, de voir comment c'est de plus en plus reconnu, d'être conforté et confirmé dans notre expérience pratique par les travaux de recherche, par la théorie et par une compréhension de plus en plus fine des fascias et de leur fonction, de leur rôle et de la manière dont tout ça s'agence. Quels sont les intervenants qui vous ont touché aujourd'hui et pourquoi? Alors, j'ai adoré la présentation du professeur Gimberto, évidemment. C'est toujours un grand plaisir et encore plus de le voir en vrai, parce que je connaissais que ses vidéos. Mais vraiment, c'était un régal. J'ai beaucoup aimé la présentation d'Isabelle Bertrand et de ses travaux de recherche. Voilà, j'ai trouvé que c'est une belle avancée et que c'est vraiment précieux d'avoir des résultats de ce genre de recherche qui soient menés. C'est les recherches sur les douleurs chroniques liées à la lombalgie. C'est ça. Et d'avoir des recherches qui confirment ce que nous, on constate sur le terrain, c'est vraiment précieux. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon congrès. Donc maintenant, nous sommes avec le docteur Isabelle Bertrand, qui est docteur en sciences sociales et qui va partager avec nous les fruits de sa recherche sur l'intérêt de la fasciathérapie dans la prise en charge du patient dans le cas de lombalgie chronique. C'est ça? Oui, merci, bonjour. Bonjour. Alors, comment avez-vous été amené à conduire cette recherche? En fait, il y a un contexte en France et puis dans le monde du vieillissement de la population, avec une population qui a de plus en plus de douleurs chroniques ou de pathologies chroniques. Enfin, on va vers la chronicité. Oui. Même le cancer, qui avant était une maladie mortelle, maintenant c'est une maladie chronique. Et du coup, de ce fait-là,
il y a une nouvelle demande de la part des patients qui n'est plus le tout médicament, mais qui est plutôt d'aller vers des pratiques d'accompagnement. Donc la fasciathérapie fait partie intégrante de ces pratiques qu'on appelle centrées sur la personne et qui vont aider les personnes à mieux vivre avec leur douleur, avec leur pathologie, mais aussi, en tout cas en termes de thérapie manuelle, on peut aussi avoir un impact réel sur la diminution de la douleur. Alors, quels sont les résultats, les fameux résultats de cette recherche que vous avez présentée là, à l'occasion de ce congrès, ce tout premier congrès sur la fasciathérapie? Donc, les résultats sont assez intéressants puisque, en fait, c'est une étude qui est quand même d'un gros volume puisqu'on a 60 praticiens, 188 patients. Et puis, les praticiens étaient répartis en 3 groupes. Donc, pour comparer, un groupe kinésithérapie, un groupe fasciathérapie et un groupe où ils avaient une pratique mixte. Et en fait, au sein des 3 groupes, on se rend compte qu'il y a un effet sur la douleur, donc une diminution de la douleur, qui est ce qu'on appelle statistiquement significative, mais qui aussi, c'est un autre niveau, qui est aussi pertinente sur le plan clinique. Ça veut dire qu'il y a le pourcentage de diminution de la douleur sur 5 séances est efficace et a un intérêt, une pertinence clinique. Enfin, quand on associe la fasciathérapie à la kinésithérapie sur l'anxiété, avec des résultats qui sont intéressants aussi, qui sont significatifs sur le plan statistique. Et puis, quand on a une pratique qui est combinée, qui associe fasciathérapie et kinésithérapie, on a des effets sur la qualité de vie des patients. Et on a des effets aussi plus importants, en tout cas c'est ça, c'est plus important dans le groupe mixte que dans les autres groupes, sur la qualité de vie et sur l'impact fonctionnel de la douleur par rapport aux activités professionnelles et aux activités de loisirs. Ça veut dire qu'en fait, quand on pratique soit de la kinésithérapie, soit de une combinaison des deux, soit de la fasciathérapie exclusive, on a quasiment la même efficacité, notamment sur la douleur, et puis sur ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, donc l'anxiété, la qualité de vie et l'impact de la douleur sur la fonction, qui sont des facteurs qui influencent la chronicisation de la douleur. Et donc avec des valeurs ajoutées de la fasciathérapie sur certains aspects. Mais on parle de combien de séances, par exemple? Alors, c'est sur 5 séances. C'est un protocole, donc c'est un essai clinique, donc c'est très codifié. Donc, c'est sur 5 séances qui avaient une durée de 30 à 45 minutes et avec des pratiques aussi codifiées. Alors, quelles sont les réactions ou la réaction la plus étonnante que vous avez observée lors de cette expérience, de cet essai clinique? Je ne sais pas si j'ai eu autant d'étonnement que ça, parce que moi, je suis quand même une clinicienne. Je suis dans une posture de praticien-chercheur, parce que je suis experte de la fasciathérapie. Donc, c'est une posture particulière. Donc, en fait, en clinique, on se rend compte de ces effets-là. Là, maintenant, la particularité, c'est que maintenant, ils sont validés scientifiquement. Donc, ça, c'est une belle nouvelle. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, à travers l'expérience que vous avez menée, qu'on soigne aussi les émotions à travers le fascia? Alors, je ne dirais pas jusque dire ça, parce que c'est pas ce qu'on a étudié. Par contre, ce qui est clair, c'est que le travail sur les fascias, en tous les cas, le travail de toucher, la dynamique de toucher quelqu'un, et avec une qualité de toucher. Donc, c'est un toucher qui est lent, qui respecte aussi des temps de point d'appui pour laisser le temps au corps de réagir et à se réorganiser. Et avec un praticien qui est attentionné à ce qu'il fait. Ça, c'est vraiment les effets d'un toucher attentionné. En fait, on se rend compte qu'il y a des effets notamment sur l'anxiété et puis sur la qualité de vie psychique comme physique des patients. Donc oui, sur la dynamique émotionnelle, ça compte, c'est sûr. Comment avez-vous été amené justement à mesurer les effets sur l'anxiété, puisque au départ, c'était des effets mécaniques liés à la douleur des maux de dos, la lombalgie chronique. Comment s'est fait le lien avec l'anxiété? Mais en fait, on sait que les facteurs de chronicisation, en fait, c'est ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, dont fait partie l'anxiété, dont fait partie l'impact de la douleur sur la fonction, c'est-à-dire ça limite la fonctionnalité, ça limite la personne dans ses gestes du quotidien, par exemple. Et puis, ça atteint la qualité de vie des patients. On se retrouve avec des patients qui, par exemple, vont s'isoler socialement, qui sont en rupture professionnelle parce qu'ils ont trop de douleur. Et puis, je sais pas comment dire, il y a aussi vraiment cette notion de s'isoler parce que la douleur, et surtout les gens qui ont des pathologies qui évoluent en crise, en fait, c'est très difficile à déterminer à quel moment je vais avoir une crise. Donc, les gens préfèrent arrêter leur activité quotidienne pour pas gêner leur environnement.
Puis après, ben voilà, il y a des gens qui peuvent plus aller travailler. Il y a la douleur chronique, c'est aussi des troubles du sommeil. C'est aussi des émotions qui sont perturbées, avec un état intérieur qui est plus anxieux, qui est plus agité, qui est moins serein. Donc voilà, et tous ces facteurs-là, en fait, quand j'ai une douleur, il y a plein de facteurs qui influencent si celle-ci, elle va se chroniciser ou pas. Et dans les facteurs qui influencent si la douleur va devenir chronique ou pas, c'est tout cet environnement de la personne. Ça compte aussi sur la chronicisation et la manière dont elle vit sa douleur. Comment on passe des sciences sociales à la fasciathérapie? Alors moi, j'étais fasciathérapeute avant d'être docteur en sciences sociales. Alors, comment vous Donc avez c'est fait dans l'autre sens. En fait, c'est dans le souci de... Donc moi, je m'inscris avec mes collègues chercheurs, puis avec toute la communauté des gens qui travaillent auprès du professeur Danibois depuis de nombreuses années, avec un souci de montrer que ce qu'on fait, c'est pas illusoire, que montrer que ce qu'on fait, ça marche sur des gens, que les gens ont des satisfactions, puis qu'il y a des effets objectivables sur nos pratiques. Donc en fait, moi, j'étais kiné au départ. Je me suis formée à la fasciathérapie. Puis après, j'ai repris des études. J'ai passé un master. Enfin, j'ai fait plusieurs DU. Ensuite, j'ai passé un master. Et puis, j'ai fini par le doctorat. Et maintenant, c'est vrai que je communique dans les congrès internationaux de recherche sur les fascias, mais aussi sur les interventions non médicamenteuses, c'est-à-dire toutes ces interventions qui ne sollicitent pas le médicament. Eh bien, merci Isabelle Bertrand. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, nous sommes avec Marielle Jean, sage-femme, et qui a travaillé sur le lien entre les fascias et la grossesse, ou le fascia dans la grossesse et le lien mère-bébé, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que je l'ai bien dit? On peut le dire comme ça. Sinon, vous le direz comment, vous? Alors, moi, je dirais que c'est déjà comment on peut intégrer les fascias dans l'accompagnement de la grossesse et comment on peut travailler le toucher de relation et notamment cette écoute tactile des fascias dans le lien mère-enfant déjà pendant la grossesse et puis bien sûr bien au-delà, c'est-à-dire pendant la grossesse et après la naissance bien sûr et pendant la naissance aussi. Alors vous êtes allé rencontrer des femmes enceintes d'un premier enfant? Oui. Et vous avez effectué un test, enfin une expérience, pour comprendre comment le fait de toucher les fascias ou masser les fascias pendant la grossesse pouvait renforcer le lien entre la mère et l'enfant. Donc vous êtes partis sur 2 groupes. Vous me dites, hein? En fait, oui, on a pu, dans l'accompagnement de la grossesse, on a pu travailler sur des approches manuelles de fasciathérapie pendant la grossesse pour aller, par exemple, réinstaller du confort lorsqu'elles étaient un peu en difficulté dans leur corps. Et je suis partie d'un a priori que une maman qui est déjà en difficulté pendant la grossesse, parce qu'il y a énormément de changements, de bouleversements, à la fois physiques, psychiques, émotionnels, comment peut-elle être en relation avec son bébé, disponible à son bébé, lorsqu'elle est déjà dans ce mal-être? Donc, voilà, déjà, comment on pouvait réinstaller du confort corporel, comment on pouvait l'inviter à être déjà en relation avec son bébé pendant la grossesse, comment on pouvait la préparer à cette aventure qu'est la naissance, comment on pouvait aussi la mettre en lien avec ses capacités corporelles. Boris Cyrulnik, il dit que la première niche sensorielle se fait à l'intérieur du ventre de la mère. C'est la première niche sensorielle d'un bébé. Et donc, c'est vraiment d'aller leur apprendre à développer cette richesse sensorielle. Et puis, ça peut être petit à petit une gymnastique des fascias pour gagner en autonomie, pour qu'elles s'approprient leur corps, pour qu'elles le découvrent, pour qu'elles puissent aussi le mettre en expérience au moment de la naissance et puis aussi après avec leur bébé. Et c'est ce que j'ai filmé aussi après dans cet entretien à 7 jours, de pouvoir filmer l'influence que ça avait pu avoir, cet accompagnement-là, dans la relation avec leur bébé, dans des attitudes, dans des comportements maternels. Alors, quelle influence avez-vous observé? Ce que j'ai observé, c'est que déjà le toucher de relation qui a été expérimenté pendant la grossesse se retrouve comme très présent, beaucoup plus présent envers le bébé. C'est-à-dire que l'attitude de la maman de toucher son bébé, de rentrer en relation avec son bébé, est présente
beaucoup plus dans le groupe des mamans qui a expérimenté le toucher pendant la grossesse que lorsqu'elles l'ont pas expérimenté. Et ce qu'on a retrouvé, c'est qu'une fois que le bébé est là, le rapport tactile avec leur bébé est beaucoup plus présent que dans le groupe des mamans qui n'a pas expérimenté. Il y a des attitudes affectives avec des baisers qu'on n'a pas retrouvés dans l'autre groupe. Alors ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Ça veut juste dire que nous ne l'avons pas observé. Mais on peut émettre l'hypothèse que le fait de travailler l'attention à elles-mêmes, à leur propre corps, à leur propre intériorité, de travailler cette présence à soi à travers les fascias, à travers la mobilité faciale, ça peut avoir une influence sur les comportements maternels après. Et donc ça a été une réelle découverte, en fait. Voilà. Eh bien, merci, Marielle. Merci à vous. Alors, nous allons à la rencontre de Martine Denardi pour comprendre comment la gymnastique sensorielle des fascias peut aider la femme enceinte. Alors, bonjour. Alors déjà, vous pourriez vous présenter rapidement? Je suis fasciathérapeute, kinésithérapeute, infirmière et j'ai plusieurs champs d'application, dont la gymnastique sensorielle périnatale et l'art martial sensoriel, qui travaille beaucoup sur la relation. Donc comment on apprend aux mamans à entrer en relation déjà avec elles-mêmes, avec leur propre corps, leurs propres émotions, leur propre psychologie, pour optimiser la relation avec leur bébé in utero, avec des mouvements associés, des mouvements dissociés, où à chaque fois elles sentent des choses totalement différentes dans le rapport à leur bébé. Donc ça éveille un champ de perception relationnelle qui peuvent les surprendre. Comment ça a changé? Ça les a changés ou transformés concrètement? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Ça leur a apporté une qualité de relation toute nouvelle, toute autre, et surtout une forme de réciprocité qui les a interpellés parce que le bébé est in utero. Et donc les mamans, généralement, elles pensent à leur bébé, elles les sentent avec leurs mains, mais rarement la sensation du bébé qui, corporellement, de manière spontanée, impulse la relation. Et après l'accouchement, qu'est-ce que ça donne, ça, sur la relation mère-enfant? J'ai observé, constaté que quoi qu'il se passe, que l'accouchement se passe bien ou pas bien, malheureusement très souvent ça se passe pas toujours très bien. Ça se passe pas toujours comme prévu. Non, pas que. Ça rend les mamans très adaptables et les bébés très adaptables. Et ça c'est précieux. Et ça n'entache pas la relation parce que on part d'un niveau de profondeur dans l'éducation relationnelle pendant la grossesse, entre la maman avec elle-même et avec son bébé et le bébé avec sa maman. Et on éveille, à partir des fascias, différents niveaux de profondeur. Et dans ce niveau-là, il n'y a pas d'empreinte des problèmes vécus. Il y a des ressources qui sont comme une cascade dans une montagne, des ressources là, toujours présentes, dès lors où on est en relation avec elles. Et quand le papa le souhaite, il est aussi accompagné dans cette possibilité d'entrer en relation de manière beaucoup plus profonde et très corporelle, très sensible et très, très humaine. Très souvent, tout le monde pleure, quoi. À ce moment-là, ils sont touchés profondément et surpris. Eh bien, merci. Merci à vous. Alors, je suis avec l'athlète Yann Chaussinan, qui est lanceur de marteau, avec un palmarès remarquable, que vous pourriez nous rappeler peut-être, Yann? Alors, moi, j'ai un record à 81,56 m et j'ai fait 8e des derniers Jeux Olympiques à Paris. Alors, Yann, nous sommes au premier congrès international de fasciathérapie. Quel a été votre premier contact avec la fasciathérapie en tant que sportif? Alors moi, en tant que sportif, c'était fin 2023. J'avais pris la décision de changer d'entraîneur et de m'entraîner avec mon père, et qui lui avait eu recours à la fasciathérapie pendant sa carrière et qui en avait vu les effets. Et moi, je traînais un petit problème au mollet depuis pas mal de temps.
Et au final, c'était une rencontre avec Isabelle Bertrand et Christian Courreau qui m'ont traité pour ça et qui ont réussi à me faire partir la douleur. Et puis, on a amené des échanges et au final, j'ai vu les effets sur la récupération, sur mes sensations, sur la conscience de soi. Et puis, de là, on est découlé un suivi régulier pour justement ma préparation, pour mes performances, pour la récupération, pour la prévention des blessures ou le traitement des blessures à l'année. Moi, je sais que je traîne un mal de dos, malheureusement, et ça me permet pas de le régler, mais de le maintenir et de me permettre de m'entraîner. Parce que si on a des problèmes, notre corps, c'est notre outil de travail quand on est au sport de haut niveau. Et donc, du coup, ça me permet de pouvoir continuer de m'entraîner dans de bonnes conditions. Alors, qu'a permis cette approche que d'autres disciplines n'ont pas permise chez vous ? Je pense que ça a été le fait de conscientiser un petit peu plus son corps, d'apprendre un petit peu plus à connaître son corps et au final d'avoir un peu plus confiance en son corps et pour aller chercher des sensations. Le marteau, c'est un sport de sensations et ça me correspondait bien par rapport à ma pratique, de trouver un peu plus de sensations dans le mouvement, de facilité dans le mouvement. Et c'est ce qui est un petit peu recherché, même beaucoup, avec la fasciathérapie. Parce que vous avez une anecdote à nous partager, une anecdote marquante d'avant-après sur une blessure ou une performance impliquant l'exercice de la fasciathérapie. Ouais, je sais que ça a été mon problème au mollet, parce que beaucoup s'étaient un petit peu cassé les dents, des kinés, des ostéopathes qui s'étaient un petit peu cassé les dents dessus et qui n'avaient pas réussi à régler le problème. Mais je pense que ça a surtout été la présence de traitements avant et pendant les Jeux Olympiques qui m'ont permis d'arriver physiquement prêt, mentalement prêt sur la compétition. Les Jeux Olympiques, c'est beaucoup de sollicitations, c'est beaucoup de mouvements, c'est pas beaucoup de temps calme et du coup, ça me permettait de me retrouver un petit peu moi et d'avoir des temps calmes et de pouvoir me recentrer un petit peu sur moi avant les championnats. Alors, c'est quoi la différence entre un sportif qui écoute ses fascias et les autres ? Je pense que c'est un sportif qui, quand il s'écoute un peu plus, dure dans le temps et il se blesse beaucoup moins. Et permettre peut-être de prendre un petit peu plus de plaisir dans sa pratique. Je pense que quand on est sportif et qu'on a beaucoup de blessures et qu'on ne s'écoute pas trop, on prend moins de plaisir. Et avant tout, même si le sport, c'est un métier, quand on en arrive à ce niveau-là, je pense que s'il n'y a plus la notion de plaisir, il n'y a plus la notion de performance. Et moi, c'est un petit peu ce que j'avais perdu justement en 2023, la notion de plaisir. Et avec le changement d'une équipe autour de moi, le changement d'entraîneur, de commencer la fasciathérapie, de nutrition, de mettre vraiment beaucoup de choses autour de moi, de retrouver du plaisir. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir une explosion au niveau de mes performances. Comment la fasciathérapie a-t-elle changé votre façon de récupérer, de vous entraîner et de vous écouter ? Je pense que je m'écoute un petit peu plus et ça me permet d'anticiper, on va dire, les blessures. Je pense que ça permet d'anticiper un petit peu les périodes où il faut accepter de lever un petit peu le pied. C'est-à-dire qu'en réussissant à s'écouter un petit peu plus, alors il y a d'autres choses qui sont utilisées, comme le HRV, comme de tester le cortisol, de suivre la fréquence cardiaque. Et en fait, c'est un ensemble de choses qui font qu'on apprend à se connaître un petit peu mieux. Il y a des indicateurs. Et pour un sportif, c'est dur. Mais je pense que moi, au fur et à mesure des années, j'accepte de mieux en mieux le repos, en fait, au final, de réussir à lever le pied et pour justement rebondir beaucoup mieux derrière, quoi. Alors, y a-t-il un souvenir précis, une situation où vous avez senti que quelque chose s'était libéré en vous ? Vous parliez beaucoup des sensations tout à l'heure et que c'était important au stade aujourd'hui où vous pratiquez le sport. On n'était plus dans la technique, mais on était dans les sensations. Ouais, quand je suis traité assez régulièrement, je retrouve en fait une élasticité, une facilité. Mon corps répond beaucoup mieux et je le sens dans mes séances d'entraînement où justement mes séances d'entraînement ou mes jets sont plus faciles, ça me permet de faire des jets des fois à intensité égale ou à niveau de performance égal et où j'utilise beaucoup moins d'énergie au final. Et du coup, ça me permet d'être plus facile, de pouvoir enchaîner des jets à des distances très intéressantes et en me fatiguant moins, on va dire. Eh bien, merci Yann Chessinan. Avec plaisir. Alors, je viens de rejoindre Isabelle Joschke, navigatrice solitaire. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Alors, vous venez de nous offrir une présentation intense de votre discipline et des apports de la fasciathérapie dans votre parcours de sportif de haut niveau. Vous revenez tout juste d'une course importante qui vous a mobilisé pendant plus de 80 jours. Oui, tout à fait. J'ai couru le dernier Vendée Globe et j'ai été en mer durant 85 jours exactement. Alors, est-ce que pour ceux qui nous écoutent, vous pourriez nous décrire un peu votre parcours, votre palmarès sportif qui est déjà impressionnant? Alors, je vais résumer. Mon parcours, finalement, il est assez long parce que la course au large, c'est un métier au long cours. J'ai fait 21 saisons de course au large, donc 21 ans de course. J'ai participé à des grandes courses, notamment, comme la Route du Rhum, le Vendée Globe 2 fois. Mais j'ai commencé sur des petits bateaux. Donc, ma toute première traversée de l'Atlantique en solitaire, c'était la Mini Transat. Alors, quel a été votre premier contact avec la fasciathérapie? Ma première rencontre avec la fasciathérapie a eu lieu en 2013, à une époque un peu compliquée dans mon parcours. Ça faisait un peu moins de 10 ans que j'étais navigatrice en solitaire en course professionnelle. Et je traversais une période de surentraînement, de baisse de motivation, de baisse de résultats. Et dans mon chemin, j'ai rencontré Claudia Ruan, qui était formée à la méthode, jeune formée à la méthode, et qui m'a fait découvrir la fasciathérapie, le mouvement sensoriel, la méditation pleine présence. Et à partir de là, j'ai tellement aimé. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu vraiment un coup de foudre. Et en fait, j'ai rencontré notamment Philippe Robert, qui est devenu mon préparateur mental, donc qui m'a accompagné sur mes courses ensuite jusqu'à ma dernière course qui vient de se dérouler. Et j'ai cheminé dans cette méthode avec aussi la danse sensorielle, l'art martial. Enfin, vraiment, j'ai été voir un peu partout parce que j'ai vraiment mesuré combien ça me nourrissait, évidemment dans ma pratique sportive, mais aussi dans ma vie personnelle. Qu'a permis cette approche que les autres techniques n'ont pas permis dans votre vie, pour le coup, puisque est-ce qu'on peut dissocier sa vie pro et perso? Alors moi, je dissocie pas ou plus ma vie pro et perso parce que justement, peut-être aussi grâce à cette rencontre, j'ai réussi à la réassocier. Je pense qu'elle était dissociée pendant un moment. Donc oui, c'est vraiment précieux. Qu'est-ce qu'elle a, cette pratique non pas d'autres? J'aurais du mal à comparer et à dire ça c'est mieux que ça. Ce que juste je veux dire, c'est que moi, dès mon premier cours de mouvement sensoriel, j'ai senti l'épaisseur de mon corps, j'ai senti qu'il était vivant, qu'il était présent. C'est comme si d'un coup, je rentrais à la maison. Et notamment grâce à la découverte du point d'appui. Et à partir de là, c'était tellement bon que je me suis dit, bon, ben là, j'ai trouvé un truc que j'ai envie d'explorer encore. Et ça va rester, pour le coup, ça ne me quittera pas, je pense. Comment la fasciathérapie a-t-elle changé votre façon de récupérer, de vous entraîner, de vous écouter? Je pense que déjà, ça m'a permis de réhabiter mon corps, notamment dans mes appuis, parce que quand on fait du bateau, on a des problèmes avec ses appuis, puisque le bateau, il bouge tout le temps. On est en déséquilibre en permanence. Ça m'a permis de mieux percevoir mon rythme à moi pour pouvoir l'adapter au rythme de la course. Je dirais qu'auparavant, je faisais l'inverse. C'était le rythme de la course et puis j'essayais d'adapter mon rythme au rythme de la course. Et je pense que c'est ça qui ne marchait pas, qui bloquait. Et là, ça m'a permis vraiment de faire l'inverse. Apprendre à me connaître, à sentir à l'intérieur de moi ce qui est juste pour pouvoir ensuite dépasser mes limites. Et dans la course au large, on fait que ça, dépasser ses limites. Mais pour pouvoir le faire, encore faut-il vraiment s'habiter, se sentir, se percevoir. Et se percevoir permet ensuite de percevoir l'extérieur, notamment les éléments quand on est en bateau, le comportement du bateau, le vent, les tempêtes, etc. Y a-t-il un souvenir précis où vous avez senti que quelque chose, grâce à la fasciathérapie, ou quelque chose s'était libéré en vous? Ouais, j'ai pas mal de souvenirs. Hein. Ouais, j'ai des souvenirs très forts. Je me souviens
Je crois que c'est la première année où j'étais accompagnée par Philippe Robert dans le cadre de mes courses. La dernière course de la saison, c'était une épreuve avec un format très difficile pour moi, ou avec des régates très courtes et beaucoup de manœuvres, des régates qui duraient 1 heure. Ça ne correspondait pas du tout à mes compétences. Et en fait, la dernière épreuve de cette course, je l'ai gagnée. Et j'ai senti tout au long de cette régate tout ce qu'on avait travaillé avec Philippe, l'ancrage dans mon corps, descendre le centre de gravité, la présence dans mes pieds, de sentir le pont, le bateau sous mes pieds en permanence, comme si c'était un peu la prolongation de mon corps. Ça a été tellement bon. Et donc voilà, ça s'est terminé par une victoire d'étape qui était magique. Voilà, j'en ai d'autres, plein d'exemples comme ça. Alors, juste pour préciser, Philippe Robert, qui est fasciathérapeute. Alors voilà, il s'agit de Philippe Robert, qui est fasciathérapeute à Nantes et qui m'accompagne depuis plus de 10 ans dans la préparation de mes courses. Eh bien, merci Isabelle. Avec plaisir, merci. Je vous ai embêté ? Non, pas du tout. Bonjour, vous vous appelez comment ? Je suis Bernard Perrault, je suis médecin. Ah, vous êtes médecin ? Oui. Médecin généraliste ? Je suis médecin retraité surtout. Okay. Qu'est-ce qui vous a conduit au premier congrès international de fasciathérapie à Vannes ? Parce que je viens parler demain matin et que je suis en fait président d'une association qui s'appelle le GETCOP, groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées. Et à ce titre, la fasciathérapie fait entièrement partie de ce type d'activité. Et en quoi ça consiste, ce GETCOP ? Qu'est-ce que ça évalue ? Pourquoi ça existe ? Alors, c'est une association qui est destinée à favoriser l'évaluation scientifique de ces pratiques de soins complémentaires. Elles ont besoin de ça. C'est très difficile de mettre au point, comme on l'a entendu aujourd'hui pour l'étude sur la lombalgie, qui était présentée par Isabelle. C'est un travail énorme, et ça nécessite, en plus de bénéficier de beaucoup de compétences, de gens qui savent exactement comment mener une étude d'évaluation. Ce qu'en général n'ont pas les praticiens des thérapies complémentaires. Donc c'est souvent ce qui leur manque, et il faut les aider à se rencontrer et apprendre à gérer, je dirais, l'évaluation, la façon de la conduire, etc. Après, il y a encore d'autres choses trappes à dépasser. Vous avez entendu parler du CPP, du Comité de protection des personnes. Il faut que ce comité valide votre protocole pour qu'il ait le droit d'exister officiellement. Et donc, toute cette préparation est faite pour passer toutes ces étapes victorieusement, si possible. Alors, quelle a été votre plus grande prise de conscience aujourd'hui à l'occasion de cette première journée sur la fasciathérapie ? Bonne question. Je connais la fasciathérapie depuis plus de 20 ans, parce qu'en tant que médecin, nous avons eu en commun avec un fasciathérapeute un certain nombre de patients. Et il était content des soins que je donnais à ses patients, et moi j'étais content des soins qu'il donnait à mes patients. Et puis au fil des années, on a fini par se rencontrer. J'ai vu comment il travaillait. Je me suis fait faire une séance de fasciathérapie et ça a été une découverte extraordinaire. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment la façon de toucher mon corps, de traiter mon corps manuellement. C'est vraiment celle qui m'était destinée. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs, voilà, c'est la fin de ce premier jour au Congrès international de fasciathérapie. Aujourd'hui, on a traversé le toucher, la douleur, le mouvement. On a parlé de sport de haut niveau, de grossesse et surtout d'un corps vivant, d'un corps sensible. Cette exploration continue. L'épisode 2 est peut-être déjà en ligne ou sur le point de l'être. On y parle de santé mentale, de trauma, de lien social, de reconnaissance. Et pour recevoir chaque épisode dès sa sortie, abonnez-vous à notre chaîne. Vous ferez ainsi partie d'une communauté qui pense le soin autrement. Alors partagez cette écoute autour de vous. Faites circuler ces voix, ces regards, ces savoirs vivants. Merci à tous très chaleureusement pour votre écoute, votre présence et à très bientôt sur Blooming You.